donc nos deux invités pour cette demi-heure d'émission. Je le rappelle, Delphine Arnaud, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Delphine. Bonjour. Et bonjour à Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Kevin, je commence avec vous pour décrire peut-être un petit peu le sentiment et le comportement du marché ces dernières semaines. Alors, ce qui a fait l'actualité des marchés, ce sont quand même des avertissements assez lourds émanant de grands groupes américains. On a vu Walmart, Target dans la grande distribution, Cisco également dans le domaine de la technologie. Hier, Snap, évidemment, dans le domaine des médias, des réseaux sociaux et de la publicité. Ce qui est assez commun à tous ces warnings, c'est que ce sont des warnings macro. C'est bien la macroéconomie qui pousse ces entreprises à avertir sur leurs prochains résultats. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous parliez du sentiment général, ça reste de l'incertitude, ça reste beaucoup de perplexité en effet sur l'environnement macro. On se raccroche ici avec des thèmes qu'on avait déjà dissertés ensemble, qui sont évidemment le risque d'un effet ciseau, typiquement croissance vis-à-vis de l'inflation, évidemment. Et aujourd'hui, en effet, les warnings que l'on a sous les yeux, ce sont des warnings micro entre guillemets, mais qui en réalité ont beaucoup plus d'enseignements macro. On arrive peu à lire les données, donc on se raccroche évidemment à cela. Si on regarde ce dont vous parliez, on parle de Target, par exemple, il faut avoir en tête sûrement qu'un PIB américain, ça doit être 70% de dépenses de consommation. Donc on prend du Target, on prend du Walmart, on prend du Abercrombie également. Ce sont des baromètres exceptionnels évidemment, de la vigueur de la consommation américaine, de la volatilité, des amplitudes d'inflation, enfin des amplitudes sur les marges, etc. Donc il est clair évidemment que l'on en tire des enseignements très importants, et typiquement sur le segment de la distribution, on peut en tirer deux assez rapidement. Le premier assez simple, c'est que globalement, je vais trouver la bouée de secours dès à présent, on a plutôt un enseignement positif, c'est encore une robustesse du consommateur américain. J'insiste un petit peu là-dessus, on en a déjà parlé. C'est assez logique parce qu'on avait des poches d'épargne qui étaient assez importantes, et donc typiquement chez Target, on n'a pas de problème de volume, on n'a pas de problème de chiffre d'affaires. On a des problèmes de marge. Oui. Et donc aujourd'hui, le deuxième enseignement, c'est qu'on est dans un choc qui est un choc d'offres et non pas encore un choc de demande. Encore une fois, on essaye de s'accrocher quand même à du positif là-dedans. Le point sur le choc d'offres, il reste le même et il vient évidemment compléter ce qu'on s'est dit également et l'ensemble des hypothèses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur la logistique, on a une difficulté sur le fret. Target, ça doit être 1 milliard, je crois, de surcoût annoncé sur le transport en 2022. Donc il est clair évidemment qu'on en tire des enseignements qui sont des enseignements bien plus compliqués qu'uniquement sur Target, très clairement. Mais pour vous, ça reste pour l'instant un problème d'offres avant tout, des groupes qui n'arrivent pas à servir la demande, plus que l'inverse, plus que le début d'une évaporation de la demande, en tout cas pour certains segments de consommation. C'est ce que j'allais vous dire, c'est assez différent. C'est-à-dire que oui, à proprement parler aujourd'hui, ça reste de l'offre. Là où le marché est très tendu, évidemment, c'est la diffusion qu'il va y avoir dans la demande, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans qui nous sont annoncés par certaines sociétés pour maintenir leur demande, ils sont quand même pas extrêmement, j'allais dire, lyriques et extrêmement attrayants. Ce sont plutôt, au contraire, pour certains, des plans désespérés. Donc oui, on a cette crainte à un moment que ça vire vers la demande, mais de notre point de vue aujourd'hui, ça reste un choc d'offres. Un choc d'offres sur la chaîne logistique. Vous en avez ici largement parlé, que ce soit évidemment la chaîne logistique asiatique, sur le prix des matières premières, sur les coûts du fret, etc. Quand on regarde la manière, le comportement de marché, depuis quelques semaines, depuis le début du mois de mai, on a l'impression qu'on est rentré dans une phase un peu différente. En tout cas, une relation entre les marchés obligataires et les marchés actions qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on voit quand même des taux qui se détendent. Et depuis le début du mois, on était à 3,15 sur le 10 ans américain, on est à 2,75 et même un peu moins aujourd'hui. Donc une détente quand même de quelques dizaines de points de base. Et dans le même temps, on voit les marchés actions continuer de baisser. Valeur de croissance en tête. Hier, c'est assez spectaculaire quand on regarde le price action de la séance d'hier aux États-Unis. Les taux américains baissent de 10 points de base sur la partie longue. Le Nasdaq chute encore de 3%. Ouais. C'est assez nouveau quand même. C'est assez nouveau, mais... Le Nasdaq baissait déjà avant, depuis le début de l'année. Mais il baissait parce que les taux montaient. Là, les taux baissent et continuent de baisser. Alors, je vais tirer un trait très rapide. Le Nasdaq continue de baisser ou les valeurs survalorisées, on va le dire comme ça, comme on les a appelées ensemble, elles continuent de baisser parce que les taux sont trop hauts et non plus leur mouvement en tant que tel. Ça, c'est en tout cas notre point. Après, ce qui me semble intéressant, c'est que dans ce dessin de marché que vous faites, ça reste ce qu'on peut appeler un chaos organisé. Le chaos, c'est évidemment les séances qui sont très chaotiques. L'organisation, encore une fois, c'est que la value, elle continue de surperformer. C'est vrai. Hier, le Dow Jones, c'est une branche là aussi à laquelle on peut se raccrocher. Ouais. Là, on revient dans quelque chose qui est beaucoup plus classique. Après, est-ce que des taux aujourd'hui sur ces niveaux-là suffisent à expliquer les valorisations d'il y a 6 mois ? Toujours pas.
Donc encore une fois, si on n'y était pas il y a 6 mois, il est clair que de notre point de vue également, on ne revient pas, alors on n'en vend plus, on n'a plus rien à vendre en l'occurrence sur la tech, mais on ne revient pas nous-mêmes évidemment sur les valeurs techno, très clair. Mais les valeurs techno, elles ont aussi un point, hein. Vous parliez de Snap tout à l'heure, les valeurs techno aussi, elles donnent des enseignements qui sont particulièrement importants. On peut se dire que la chaîne de logistique est brisée ou en tout cas qu'elle est très abrupte, regardons les services. Lecture des résultats de Snap, on a une vraie difficulté sur le segment publicitaire. C'est tout le domino macro en réalité qui commence à être poussé. On sait que ce sont les premiers budgets qui seront coupés quand les temps seront plus compliqués. Évidemment. Et le fait de voir la value qui continue de bien tenir à ce stade, si les inquiétudes sont en train de basculer de l'inflation vers la croissance, c'est quoi ? Ça reste un mouvement tactique uniquement ? De voir la value continuer de surperformer alors que les inquiétudes se portent aujourd'hui sur la croissance, ça paraît un peu paradoxal d'une certaine manière. Ça ne me paraît pas paradoxal, pardon. Je vais aller quand même dans le sens de votre question, à savoir oui, pour nous, ça restera du tactique. D'accord. Parce qu'il y a un repricing aujourd'hui sur la croissance. Tactique veut dire 3, 6 mois, peut-être 9 mois, ça je ne le sais pas. Les statistiques sont tellement aberrantes et volatiles que je ne me risquerai pas à plus de prévisions. Mais globalement, oui, le mouvement value aujourd'hui, pour moi, il reste un mouvement tactique à part entière. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on sort d'un dépricing justement des values qui est historique, donc on a encore du chemin à parcourir. On a encore beaucoup de chemin à parcourir, et surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le segment value, on peut regarder en indiciel, mais là non plus, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Quand on fait par contre la granularité, dans ce segment-là, vous avez de la cyclicité. On a des valeurs, on parlait tout à l'heure des valorisations, vous avez des certaines valeurs qui ont des valorisations qui ont augmenté depuis le début d'année, et pas non plus les valeurs totalement inconnues. Vous prenez du Eli Lilly, une valeur assez emblématique américaine, on a une revalorisation. En VE sur EBITDA, on doit gagner à peu près 10 points. Ça veut dire, si la value reste encore un call tactique, ça veut dire qu'il ne faut pas trop jouer à se faire peur non plus sur l'idée de la récession. C'est ce que je comprends, Kevin. C'est également le point. Oui, ça fait peur parce qu'il y a une marche à la baisse sur la croissance, mais entre une marche à la baisse et une récession, il peut se passer un peu de temps. Là, on en revient absolument sur ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord avec cela. On en revient sur ce que l'on se disait il y a, je pense, 1 an. C'est-à-dire qu'on a un cycle qui est beaucoup plus court, qui est beaucoup plus racé. De notre point de vue, on est encore en milieu de cycle. Le paradigme change, ça très clairement, et cela fait mal, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, on est encore dans une phase qui est une phase non pas expansionniste, mais une phase de milieu de cycle qui nous permet de ne pas encore basculer vers la récession. Donc oui, en tout cas, la stratégie que l'on tient, c'est que la marche est haute, très haute, ça j'en conviens parfaitement. On a un repricing sur les valeurs qui sont les plus excessives, sûrement. Et il y a d'ailleurs là-dedans aussi des excès. Aujourd'hui, les repricing GAFAM, pour moi, sont pour certains assez incompréhensibles. On en avait parlé ensemble, très clairement. Par contre, de là à juger que demain on sera en récession, c'est pas notre point de vue. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui vous paraît incompréhensible dans les repricing GAFAM, comme vous dites, Kevin ? Ce qui me semble assez incompréhensible dans les pricing GAFAM, c'est globalement aujourd'hui, on arrive sur des pricing qui sont plus du tout cohérents, non plus avec il y a 2 ans, mais avec même le trait qu'on peut tracer à 10 ans. On peut parler de moyenne de valorisation. Alors là, aujourd'hui, on s'effondre. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui pêche, c'est la valorisation et pas les earnings. Et encore une fois, on en avait parlé là aussi il y a 1 mois. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fondamentaux. Or, alors, je ne les prends pas tous, évidemment, un par un, mais vous prenez l'exemple type d'Alphabet. Sur Alphabet, aujourd'hui, la baisse me semble totalement inconsidérée. Ça ne signifie pas qu'on soit au creux de la baisse. Non, ça montre bien que c'est le sentiment et la psychologie là, qui l'emportent aujourd'hui sur ces marchés. La pyramide de tout cela, enfin le point commun de tout cela, le dénominateur commun, c'est la confiance. La confiance, elle n'y est plus. Elle est plus chez les investisseurs, mais à la rigueur, c'est beaucoup moins grave. La confiance, elle doit d'abord revenir à la production, à la consommation, et ensuite elle reviendra chez l'investisseur. Mais globalement, aujourd'hui, cette confiance étant évaporée, il y a des excès qui sont des excès très forts. Ça ne signifie pas encore une fois que ça soit terminé. Par contre, encore une fois, dans une gestion à moyen terme, oui, on a réaugmenté nos expositions sur ce qu'on appelle de la croissance américaine, mais de très grande qualité. Et donc, perte de confiance pour l'instant, ça veut dire quand même, si la croissance tient et si la demande reste décente, ça veut dire que c'est un feu vert pour la Réserve fédérale américaine pour continuer de monter ses taux, au moins pendant encore quelques temps. On a un peu de visibilité sur les 2 prochains meetings. On sait que... Toute chose égale par ailleurs, ce sera 50 points de base à nouveau pour chacun des 2 prochains meetings. Au-delà, c'est quoi ? C'est une question ouverte pour vous, Kevin ? C'est une question ouverte, oui, totalement, parce que globalement, encore une fois, les données sont tellement volatiles qu'on va leur laisser la main pour faire cela.
on n'a jamais été des apôtres de taux particulièrement bas, et aujourd'hui, justement, l'augmentation des taux, pour moi, plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que le marché a longtemps joué à se faire peur avec l'inflation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une hausse de taux, certes violente et certes inattendue par rapport à la fin de l'année dernière, soit totalement irrationnelle. C'est typiquement aujourd'hui, si on bascule du côté européen, moi j'entends beaucoup plus, j'arrive à donner beaucoup plus de crédit à ce qui est dit par Madame Lagarde. Je juge que c'est, certes, on sort un peu du cadre classique du banquier central qui doit pas, j'allais dire, aller trop loin, se préengager. Mais globalement, Madame Lagarde est face à un laboratoire américain où ça se passe quand même moyennement bien. Je vais rester neutre. Madame Lagarde est en train d'ancrer des anticipations très fortement. Alors le consommateur ne le voit pas, il le verra en dernier, mais auprès des entreprises et auprès du marché. Donc ça me semble tout à fait intéressant. Et oui, la hausse de taux ne nous fait pas craindre grand-chose. Ouais, je comprends. C'est bien de voir cette normalisation arriver également en zone euro, même si c'est pas facile, même si c'est un petit choc. C'est maintenant ou jamais. Exactement. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est loin d'être une étape qui est une étape facile. C'est vraiment un changement de paradigme. Par contre, pour la sainteté de l'ensemble de l'édifice à moyen terme, oui, je vais acheter une hausse de taux sans aucun problème. Ouais. Et donc au final, vous dites, on est quand même plus confortable toujours avec le marché américain, à ce stade en tout cas. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on était légèrement revenu positif sur le marché européen, absolument. Là, on est en train de faire non pas un pas en arrière, mais en effet, on se remet sur le marché américain. Pour des raisons qui sont des raisons justement beaucoup plus généralistes en termes macro, puisque globalement, vous le savez, on adopte toujours un décalage de cycle. Typiquement aujourd'hui, si on considère que le plus dur est sûrement derrière M. Powell, le plus dur arrive devant Mme Lagarde. Donc oui, ne serait-ce que sur une question de timing, quand on voit les dégradations justement des sentiments de consommation, on va globalement aujourd'hui commencer à rapatrier un petit peu aux États-Unis. Kevin Lenouaille qui était avec nous en plateau. Merci à vous, directeur des investissements d'Avantgarde Investment, invité de Smart Bourse à la mi-journée.